Bonjour Georges, Bonjour Pedro, bonjour à tous. bonjour à tous. Ça a été un Alors, long week-end, hein? pour ceux qui sont couchés tard hier, je pense qu'ils ont pu voir le nouvel épisode de Ligne de front sur la Syrie, puisque, comme on l'a dit, c'est une émission qu'on fait au fil de l'eau en fonction des besoins de l'actualité. Donc la sortie était un peu tardive, mais la situation était suffisamment confuse pour qu'il faille faire des éclaircissements. Et donc bon, certains verront que le tournage a été un peu fait dans des conditions un peu précaires, si on peut dire ça comme ça, mais ce qui est important, c'est le contenu. Ouais, c'était l'analyse, je crois qu'on s'est pas beaucoup trompé. On verra la suite des événements. Tout ça n'est pas terminé. Il y aura beaucoup de rebondissements dans ce drame syrien. Mais je crois qu'on va en parler aujourd'hui. Tout à fait. Mais on va commencer par un autre sujet qui nous tient beaucoup à cœur ici, qui est la question de l'accord du Mercosur. Alors, il y a un article qui sort aujourd'hui, une enquête de Libération. Alors, c'est un sujet dont notre agriculteur préféré, Philippe Grégoire, a déjà parlé de manière régulière. C'est le côté conflit d'intérêts permanent du président de la FNSEA, en particulier puisqu'il est Arnaud Rousseau, puisqu'il est à la tête du groupe Avril, et il est, que ce soit dans l'accord avec la Nouvelle-Zélande ou avec le Mercosur, il a de gros intérêts à pousser ces accords tout en contrôlant la FNSEA, dénonçant ces accords. Donc effectivement, alors c'est intéressant qu'un un journal s'y penche, puisque nous, effectivement, et en particulier Philippe le dénonce ça depuis très longtemps. Mais bon, je sais pas ce que toi t'en penses, Georges, mais ça montre justement l'hypocrisie de certains qui critiquent l'accord tout en le défendant par ailleurs. Ouais, je crois que tu as tout dit presque, Pedro. On renvoie à Philippe Grégoire qui dénonce ça de manière très très claire depuis des années, en tout cas depuis très longtemps sur nos ondes, à savoir la collusion entre l'agro-business des syndicats soi-disant représentatifs. Alors, je ne parle pas évidemment des syndicalistes de la FNSEA, de la base, qui y croient. D'ailleurs, Philippe Grégoire lui-même, jeune, avait été à la FNSEA. Ça a l'air bien, ça a l'air d'être des gars qui vous emmènent au combat pour vos intérêts, mais en fait, c'est dirigé par des patrons de multinationales. Donc, dans le cas de Rousseau, c'est clair, avec le groupe Avril. Euh, euh, Comme tu l'as dit, que ce soit en Nouvelle-Zélande avec le précédent accord de libre-échange qui a été signé par l'UE, ou que ce soit avec le Mercosur, son entreprise Avril a des billes des deux côtés. Donc de toute façon, il sera bénéficiaire des deux côtés, et d'autant plus que ces accords de libre-échange lèvent les tarifs douaniers. Donc c'est tout bénef. Et comme l'avait dit encore Philippe Grégoire, ainsi que d'autres qui connaissent bien la situation, ceci ne va en rien améliorer les conditions de vie des agriculteurs, je parle des petits agriculteurs, au Brésil, en Uruguay, en Argentine. Ça ne va améliorer que les revenus de ces grands patrons de multinationales. Alors c'est bien que Libération s'en rende compte. C'est pas une enquête très compliquée à faire. Ça fait longtemps qu'ils auraient pu la faire. On peut leur donner quelques billes sur ça, mais voilà. Félicitons-les de lever un peu le voile sous cette arnaque colossale. Oui, ce serait un peu comme si le patron du MEDEF dirigeait la CGT, si on peut dire ça comme ça. Bah non, parce que c'est aussi un syndicat patronal, mais c'est comme si le patron de Stellantis dirigeait la CGT. Oui. Oui, voilà, c'est ça. C'est plutôt effectivement le, je, ma pensée m'a échappé, mais c'était ça. C'est-à-dire que ce serait, ou même mieux, le patron d'Amazon dirige la CGT. Voilà. Alors Fred Krum demande comment faire pour museler von der Leyen, par conséquent l'Europe et l'empêcher de nuire.
C'est la question principale. Mais par exemple, si les agriculteurs européens allaient faire le siège de la Commission européenne, qu'ils pouvaient noyer dans le lisier, ce serait déjà un bon pas. Attention, Georges, c'est une pente glissante, surtout avec du lisier dessus. Oui, oui. Alors, justement, un autre sujet, encore le Mercosur. On voit qu'effectivement, alors on est en train de préparer, je tease, mais on est en train de préparer justement, une petite vidéo sur la question du Mercosur. Mais, on a vu, la France, en particulier l'Élysée, tout le monde, vent debout. Mais on voit que certains autres Européens, dont l'Allemagne, s'opposent avec la France et trouvent ça très bien. Alors moi, il y a juste quelque chose que je veux dire en introduction parce que c'est un fait historique que beaucoup de gens, ignorent, mais il y a des liens, alors et ça bien avant, le fait que les nazis soient allés, s'échapper, en Amérique du Sud. Il y a un lien très fort entre, l'Allemagne et les pays latino-américains depuis, le milieu, du 19e siècle. Et donc il y a une très forte diaspora allemande dans ces coins-là, ce qui a fait qu'il y a énormément d'entreprises allemandes qui ont des gros centres industriels en Amérique latine. Ce qui fait qu'effectivement, dans le cas de l'Allemagne, au-delà des questions d'intérêt, direct pour eux, il y a, on va dire un intérêt, humain. Il y a des liens historiques comme il y a une très forte diaspora italienne aussi et d'autres pays. Mais c'est vrai que là-dessus, ça peut expliquer pourquoi aussi l'Allemagne cherche à pousser à tout prix, puisque c'est ses propres industries qu'elle va favoriser dans les 2 sens, un peu comme l'histoire du groupe Avril. Mais toi, qu'est-ce que tu en penses, Georges? Tu viens de faire le topo. Je n'ai rien à rajouter. C'est exactement ça. Comme tu sais que j'ai un grand désamour pour les répétitions, tu as tout clairement dit. Donc, voilà. On a un affrontement, mais ce qui compte pour nous, c'est que et la vidéo qu'on prépare sur le Mercosur porte non pas tant sur le Mercosur, puisqu'on sait très bien, et les agriculteurs nous le disent clairement depuis des années, parce que ce truc se négocie depuis maintenant 15 ans, nous le disent, ce serait une catastrophe pour nous. Mais ce qui est intéressant, c'est le cirque. D'ailleurs, c'est un peu comme le cirque syrien. C'est le cirque qui est fait autour de la soi-disant résistance à ce Mercosur par une classe politique qui, dans sa grande majorité, a voulu le système tel qu'il est aujourd'hui. Voilà. À savoir que, eh bien, non, nous ne décidons plus. Et oui, nos dirigeants, nous évidemment, mais nos dirigeants ne savent pas ce qui est dans l'accord de libre-échange. Les députés européens ne savent pas ce qui est dans l'accord de libre-échange. J'ai vu Manon Aubry qui a fait une petite vidéo disant « Ah, nous ne savons pas, nous, députés européens, nous ne savons pas qu'est-ce qui est dans l'accord de libre-échange, c'est insupportable. » Oui, il ne fallait pas faire la bise à Mme von der Leyen et la féliciter de son élection. Ce sont tous des gens qui valident un système qui est ce qu'il est. On n'a plus la souveraineté dans notre pays. Et donc, c'est décidé à la Commission européenne. Et bien évidemment, que dès lors, comptent les forces de lobby qui sont à la Commission européenne. Et on sait que la France a 15 fois moins de lobbyistes que l'Allemagne, qui est à peu près à tous les niveaux de rouage de l'Union européenne. Donc, bien évidemment, elle va avoir plus d'avantages dans les accords de libre-échange que la France. C'est QFD, hein. Voilà. Tout à fait. Voilà, non, mais c'est important de le rappeler, mais c'est surtout, mais bon, ça fait l'objet de la vidéo, c'est que tout ça, maintenant, on voit tout le monde de gauche, de droite, etc., être très fâché. Mais l'année dernière, ils ont tous voté quasiment d'un seul homme à l'Assemblée pour dire qu'ils voulaient plus de ça. Donc il y a une hypocrisie totale, comme tu l'as dit. C'est ça. Donc, tu vas tout dévoiler de notre vidéo. Non, je garde. Mais on rappelle, il y a un an, il y a eu un vote au Parlement européen et un vote au Parlement français qui demandait, suppliait quelque part, que la Commission européenne ait plus de pouvoir et soit un véritable exécutif européen et qu'on ait une situation où on n'ait plus l'unanimité pour une prise de décision, mais la majorité qualifiée. C'est exactement ce qui se passe en ce moment avec le Mercosur.
Donc, pour résister, il n'y aura aucune résistance, il faudrait que 36% de l'Union européenne s'y oppose. Ça n'arrivera jamais. Voilà. Ils le feront passer avec une majorité, mais sans avoir la nécessité d'avoir l'ensemble des États d'accord. Donc, la France se fera imposer tout un tas de décisions qu'elle ne veut pas, dont le Mercosur. Mais ce qui est insupportable, c'est qu'ils font semblant de découvrir que ça arrive, alors que c'est ce qu'ils ont demandé. C'est ça, le concept de la souveraineté européenne d'Emmanuel Macron. Là, il l'a. Voilà. Félicitations. Oui, non, tout à fait. On a tout dit, on a teasé un peu la vidéo. 70, c'est très bien résumé. Le marché et le roi, nous sommes ces sujets. Exactement. Ouais, tout à fait. Alors, on va parler d'un autre sujet. Il s'est passé ce week-end, il y a eu des arrestations faites par la DGSI. Et alors, donc de trois jeunes donc qui ont voulu faire un attentat islamiste à Poitiers et aussi apparemment contre le siège de la DGSI. La motivation fait pas trop on va dire, de doute. Mais, et c'est ça dont je voulais parler avec toi, Georges, on remarque, alors là dans l'article de la Dépêche, projet d'attentat islamiste déjoué à Poitiers, bon, c'est assez clair, mais je tombe ce matin sur un article de France Bleu, et ça a résonné beaucoup avec moi sur la Syrie, c'est Poitiers, 3 jeunes suspectés de vouloir commettre une action violente interpellés et mis en examen. C'est-à-dire que il faut aller très loin pour voir est-ce que c'est saisi par le parquet antiterroriste, mais l'article a l'air de complètement gommer l'aspect terroriste et religieux de cette action. Et alors ça résonne avec l'histoire de la Syrie, c'est-à-dire que d'un seul coup, on passe de dangereux terroristes à rebelles modérés, puis rebelles pragmatiques, puis juste rebelles. Je ne sais pas ce que tu en penses, toi. J'en pense très exactement la même chose que toi, Pedro. D'ailleurs, tu peux mettre l'autre annonce qui a eu la tentative d'attaque sur le siège de la DGSE, quand même. DGSI. DGSI, Direction Générale de la Sécurité Intérieure, pardon. Oui, c'était l'autre article. qui est quand même saisissant. Alors, oui, tout ça, c'est la mouvance islamiste. Et il y a un petit cache-sexe sur cette question, parce que là, on a, à notre petite manière, mais tout fait pour remettre en place Daesh. Alors, ce n'est pas Daesh, ça s'appelle HTS, Hayat Tahrir al-Sham. C'est les libérateurs de la Syrie. Alors, les libérateurs de la Syrie sont des dingues. Ce sont des djihadistes de la pire sorte. Et ils vont avoir un État, un appareil d'État entier à leurs mains. On se retrouve dans la situation de l'Irak, mais en pire. Donc avec des capacités colossales qui vont être aux mains de djihadistes. Donc, on peut être assuré que cette menace terroriste va être bien plus importante, bien plus forte dans les années à venir, et malheureusement avec des réalisations, car les djihadistes on avait quand même réussi à les contenir, que ce soit quand même le gouvernement syrien, que ce soit les Russes, que ce soit même les Américains à un moment donné, je dis même les Américains aussi, avec la prise par les alliés de la ville de Mossoul, et surtout devant tout le monde, les Kurdes. Les attentats de ce type vont reprendre, la propagande djihadiste va reprendre de plus belle. Il n'y en avait pas besoin pour qu'il y ait toujours une menace, mais ce sera beaucoup plus grave. Voilà, c'est catastrophique. Et oui, il y a une forme de cache-sexe sur l'attentat de Poitiers. Oui, tout à fait. Ben, là, je mets voilà la couverture, le chef des rebelles en Syrie, l'homme fort, on va dire l'aspect que le chef quand même de HTS est quand même un dangereux terroriste encore recherché par les Américains contre une prime de 10 millions de dollars, si je ne me trompe pas.
voilà, tout ça a été gommé. Il a renversé Bachar el-Assad, donc c'est notre copain, il est sympa. Voilà, un djihadiste grimé en homme politique. Donc, et tout ça. Mais justement, et en plus, c'est d'autant plus important de le rappeler parce que le procès a lieu maintenant. Et ben, quelqu'un qui s'inspirait de ces djihadistes, ce quelqu'un, c'était Abdullah je vais mal le dire, Anzorov. Et qui est Abdullah Anzorov? C'est celui qui a assassiné lâchement Samuel Paty. Et donc, parmi son inspiration et parmi les gens avec qui il échangeait, eh ben, il y avait les gens d'HTS. C'est-à-dire que quand on voit en France des politiques se réjouir de la chute de Bachar el-Assad par ces gens-là, pour moi, c'est vraiment un crachat à la mémoire de Samuel Paty. Mais bon, c'est mon point de vue. Peut-être trop émotionnel, mais entre ça et dire que des jeunes, comme je vais le remettre, 3 jeunes suspectés de vouloir commettre une action violente, c'est-à-dire qu'un attentat maintenant c'est une action violente, quoi. C'est limite, oui, ils sont allés taper un pote. Non, on parle d'un attentat terroriste islamiste. C'est quand même, voilà. Moi, j'ai pas de mots. Et je pense que c'est important de rappeler quelle était l'inspiration de celui qui a. C'était pas Daesh, c'est HTS, son inspiration. Donc, mais c'est la même chose. Oui, mais c'est la version d'après. C'est ça qui est terrible, c'est que ça fonctionne un peu comme les multinationales qui changent de nom. C'est la même. Donc, il faut bien comprendre que Mohamed Al-Joulani, d'ailleurs qui aimerait bien qu'on reprenne son nom officiel, pas son nom de guerre, s'est illustré au sein d'ISIS, de Daesh. C'est pas pour rien que les Américains lui ont collé une prime de 10 millions de dollars. 10 millions. C'est parce qu'il s'est illustré dans l'exécution et le meurtre de soldats américains. On est vraiment dans la folie furieuse. Ce gars-là, c'est un bon. Il est compétent dans le terrorisme. Voilà. Je ne sais pas ce qu'il vaut en tant que chef d'État, mais on a cette folie. Moi, je l'appelle ça une folie orwellienne. On va en parler tout à l'heure avec Julie Casanova. Cette folie orwellienne qui consiste à réussir à effacer par soi-même dans son esprit le fait qu'on deal avec des gens extrêmement dangereux, non seulement qu'on deal avec eux, mais qu'on les aide, qu'on les arme, qu'on les renseigne, pour obtenir un gain tactique au niveau international sur le temps court, sans penser au temps long. Parce qu'encore une fois, l'un des grands problèmes avec Daesh, c'était si Daesh prenait Damas et avait à sa main un État. Car c'est ça qui va se passer. Et là, les Américains sont en train de conseiller tous ces braves gens, tous ces braves terroristes, en disant « Oh là là, on ne va pas faire la même erreur qu'en Irak, en virant tout l'appareil d'État. Vous allez garder l'appareil d'État, donc les fonctionnaires, ils vont prendre 2 ou 3 bonhommes, comme ils ont commencé à le faire, à les prendre des grues, tout ça, là, ça a l'air très sympathique. Et puis après, vous allez pouvoir garder l'appareil d'État, et puis, bien évidemment, on aura des djihadistes sympathiques et gentils qui vont reconstruire un État syrien démocratique. On est chez les dingues. Voilà. Mais dans 6 mois, ça sera effacé, et puis on se rendra compte que ces djihadistes auront préparé ou réussi des attentats en Europe, ou auront capturé des journalistes, ils les séquestreront, ils décapiteront des gens. Enfin, c'est assez tragique. Oui, et ne parlons pas de on a parlé un peu dans la vidéo d'hier, mais de ce qui va arriver à un certain nombre d'intellectuels, aux femmes, car oui, le régime de Bachar el-Assad, c'est une dictature, mais c'est présenté à chaque fois de la même manière, ça devient tellement ridicule, ça a l'air d'être le pire endroit sur Terre, la pire dictature, la pire barbarie. Oui, c'est barbare, c'est dictatorial, on le dit depuis 2011, nous, en tout cas moi, en suivant ce qu'avait écrit Alain Chouet, notre responsable des GSE sur place. Et c'est ce qu'on a dit aussi pour Kadhafi, et c'est ce qu'on a dit pour Saddam Hussein. Oui, ils ne se sont pas détendre, mais ceux qui viennent derrière sont pires.
Ça a été pire en Libye, ça a été pire en Irak, ça sera pire en Syrie. Si la Syrie reste un État intègre, puisque le risque, Oui, mais il c'est ne que sera pas la intègre. Syrie soit Ce qui est dissoute. important, c'est qu'eux auront un califat. Ça y est, ils vont réussir leur objectif qui est là depuis 15 ans maintenant. Ben, ils vont réaliser cet objectif. Ils vont avoir un califat, c'est-à-dire un territoire. Et leur délire de croire qu'ils vont se cantonner à la Syrie nationale, et c'est faire semblant de ne pas connaître les mouvements djihadistes qui sont totalement internationalistes. Et le califat, il ne s'arrête pas des frontières posées par des colons blancs. Ça ne les intéresse pas, ça. Donc ce sera guerre totale à un moment donné, et Israël a fait une grosse bêtise. Mais oui, je disais, le problème, ça va être aussi pour les femmes. Parce que dans le régime de Bachar al-Assad, les gens pouvaient se promener, des femmes pouvaient se promener en jupe au-dessus des genoux, pas obligé de se mettre des foulards, des tchadors sur la tête. Ça va être fini. Alors, On se rappellera les centres culturels, Palmyre et tout ça, ça va être à nouveau attaqué, cassé, pillé. Oui. Alors, je vois beaucoup de questions dans le chat, mais alors, je vais être très mal élevé. Je vous renvoie vers la vidéo qu'on a sortie hier de Ligne au Front sur la question de la Syrie, puisqu'on répond d'où viennent les armes, comment tout ça s'est articulé, etc. Et je pense que ça répond à énormément de questions qui sont posées. Donc, plutôt que de faire une redite. Oui, la CIA est derrière. Bon, de toute façon, on n'a pas encore pu rentrer dans tous les détails. Déjà, c'est une vidéo longue un peu pour Ligne de Front qu'on a faite, mais les combattants dronistes ukrainiens ne sont pas retrouvés à Idlib parce qu'ils ont pris le bus ou l'avion. Ils n'ont pas appelé au pot d'eau ou au kayak pour y aller. On ne rentre pas comme ça là-bas. Donc, alors, on passe du coq à l'âne. La semaine dernière, c'était Ségolène Royal qui se disait disponible pour le gouvernement. Là, c'est François Bayrou. On attend encore Manuel Valls qui se déclare. Du moins, je pense qu'il est auto-déclaré d'office. Qu'est-ce que tu en penses de tout ça? Toutes ces personnalités qui se mettent à disposition systématiquement. C'est le vieux monde qui veut continuer à travailler. Ils suivent Emmanuel Macron qui propose d'étendre l'âge de départ à la retraite. Visiblement, ils n'ont pas du tout envie de partir à la retraite. Pourtant, eux, ils pourraient. Et Bayrou, c'est son rêve depuis toujours. Donc voilà, il se porte candidat pour continuer la même politique que ce qui a été fait jusqu'à maintenant depuis ces 4 décennies. C'est tout ce qui a été analysé, entre autres, ici par François Coq. C'est ce gouvernement minoritaire qu'on a dans toute l'Europe. Regardez en Allemagne, avec ce besoin de faire des coalitions, car il n'y a pas de majorité, et de tenir, aller sur une base électorale faible, mais tenir le système pour continuer à faire les mêmes politiques, à savoir le transfert de souveraineté vers Washington, vers l'Union européenne, et in fine vers les oligarques. Voilà. Bayrou sera un très très bon candidat à ce poste-là pour faire ça. Un passe-plat, si on peut dire ça comme ça. Un passe-plat, puis oui. Voilà. Bon, alors, deux derniers sujets avant que notre invité nous rejoigne, Gilles Casanova. C'est la couverture du New York Post, donc Make America Grip Again. Donc effectivement, cette poignée de vie, poignée de main très étrange de Donald Trump, complètement forcée avec Emmanuel Macron. Donald Trump qui avait apparemment, selon les rumeurs, avait exigé qu'il soit à côté d'Emmanuel Macron, ce qui a posé plein de problèmes au niveau du protocole, puisque Donald Trump n'est pas encore président des États-Unis. Du moins, il sera à partir du 20 janvier, mais pour l'instant, il n'est que président élu, il n'a pas de réel statut. Qu'est-ce que ça dit pour toi sur le nouveau rapport de force, Georges? On a c'est la politique de la poignée de main chez Donald Trump. Il a déjà fait
au début, vous vous souvenez de la présidence d'Emmanuel Macron, quand il l'a rencontré la première fois, il avait serré, il avait broyé la main, puis après il avait épousseté comme ça. Ouais, c'est sa manière de marquer le fait que c'est lui le chef, et que moi, j'ai supposé qu'il y a eu une réunion avec Zelensky et que Macron a voulu faire son intéressant et le génie géopolitique en proposant un truc complètement abracadabrantesque. Et Donald Trump lui a un peu broyé la main pour lui montrer que bon, c'est moi qui décide, de toute façon, tu restes dans la niche. Souvenez-vous de cette séquence complètement délirante d'un G7 où ils étaient tous en bras de chemise et exprès, au moment où il y avait les caméras, Emmanuel Macron est allé voir passer devant Joe Biden en disant « Eh oui, moi je pense que ce qu'il faudrait faire en Ukraine, c'est ceci et cela. » Il a dû se passer la même chose et Trump a crabouillé la main. Voilà. Mais bon, Trump, c'est aussi un guignol. Hein. Il aime bien faire les choses de cette manière et attraper, to grip things. Voilà. On ne parlera pas de tout ce qu'il a voulu attraper. Il a quand même laissé un souvenir fort sur cette question de to grip things. Mais voilà, Trump, quoi. C'est Macron qui pense qu'il a une stature quelconque qui peut rivaliser avec celle de Trump. C'est assez amusant. Moi, j'ai juste remarqué un truc qui a été relevé par personne, mais ou du moins pas la presse normale, c'est qu'il y a quelqu'un qui a disparu de la galaxie de Trump depuis un certain temps. C'est sa femme. Mais bon, on la voit plus. Alors, soi-disant, elle s'est fait opérer, machin, mais il y a beaucoup d'excuses pour pas qu'elle apparaisse. Enfin, bref. Mais j'irai voir Gala et Voici et Images du Monde pour vérifier. Exactement, mais c'est pour ça, j'ai dit, c'est totalement... J'ai le coiffeur d'ailleurs, je pense que voilà. Je vais vérifier qu'est-ce qui est devenu Madame Trump. Donc, notre dernier sujet, donc avant notre invité, c'était... Il s'est passé quand même un événement important à Paris ce week-end qui a bouleversé totalement la circulation et c'est pour ceux qui étaient dans le coin, c'était infernal, mais voilà, c'est quand même un point important. Donc, il y a eu la réouverture de Notre-Dame. C'est un pari réussi, hein, on peut dire ça comme ça, pour Emmanuel Macron, puisque beaucoup mettaient en doute la capacité de l'État à pouvoir restaurer aussi vite l'Église. Il y a eu la cérémonie un peu particulière. Il y a eu des critiques que le pape n'est pas venu, etc. Qu'est-ce que toi, t'en penses ? Mais d'abord, je crois que il y a des goûts et des couleurs. J'aurais pas choisi les chasubles de Castelbajac pour le clergé, mais bon. Voilà. Il y a des choix musicaux qui ont été faits. On aurait pu mettre la toccate de Bach et profiter clairement de cette magnifique orgue qu'on a à Notre-Dame de Paris, et puis faire honneur à cette célèbre phrase qui est, je ne me souviens plus de qui disait que si Dieu doit quelque chose à quelqu'un, c'est à Bach. Parce que Bach élève l'âme. Bon, mais la plupart des Français étaient contents. C'était une belle cérémonie. Et puis, je pense que la plupart des Français étaient contents que Notre-Dame de Paris ouvre. C'est un symbole non seulement de Paris, mais un symbole national, fondamental. Il y avait un vrai désespoir au moment... moi, j'y étais. J'ai la tête couverte de cendres. On était juste à côté. Au moment où elle a brûlé, ça a été un choc pour l'ensemble des Français, puis pas que pour les Français, dans le monde entier. Donc le fait qu'elle rouvre, quelle que soit la couleur des chasubles ou la musique qui a été choisie, voilà, c'est quelque chose qui est formidable et qui est considéré comme formidable par beaucoup de Français. Maintenant, quand j'entends sans cesse dans les médias qui sont vraiment totalement à la botte d'Emmanuel Macron, c'est un pari gagné d'Emmanuel Macron, bravo Emmanuel Macron, mais sérieusement, vous pensez que François Hollande n'aurait pas fait reconstruire Notre-Dame de Paris, ou Nicolas Sarkozy, ou Jacques Chirac, ne parlons pas du général de Gaulle. Il est président, et puis c'est pas lui qui a fait les charpentes, c'est pas lui qui a travaillé les plombs, c'est pas lui qui a travaillé les émaux, c'est pas lui qui a travaillé les bronzes, non, ou la pierre, non.
Alors oui, le président dit il faut que ce soit fait, bah, c'est le taf du président. Mais je pense que n'importe quel président aurait fait cela. Alors par contre, c'est un exploit de la part de ceux qui ont organisé cela. D'abord, c'est un exploit de la part des pompiers. Il y a le magnifique film de Jean-Jacques Hano, si vous ne l'avez pas vu, allez le voir sur ce qu'ils ont fait pour sauver Notre-Dame de Paris, parce qu'elle aurait pu beaucoup plus brûler que ce qu'elle a brûlé, et on aurait pu perdre la tour nord, qui aurait pu s'effondrer. Mais c'est tout le travail après des architectes des monuments historiques, tous les artisans, tous les compagnons de France, tous les gens formidables qui ont travaillé pendant 5 ans. Moi, j'ai regardé un peu plus en détail, parce que j'aime beaucoup le travail du bois, le travail de la charpente, comment ça a été fait, le choix des arbres. Ils ont poussé j'allais dire le vice, mais la perfection, jusqu'à faire ça avec des outils reconstitués de l'époque médiévale. C'est un travail, mais extraordinaire. Et ça a été fait en 5 ans. Donc voilà, en fait, quand on veut, c'est aussi la preuve que on peut se fixer un objectif dans ce pays, réunir les compétences et réaliser quelque chose d'extraordinaire. Alors ça s'est fait sous Macron. Tant mieux pour Macron et pour sa gloire, mais ça montre surtout qu'il y a du génie français et que il peut fleurir. Voilà. Enfin, une dernière chose, c'est la prise de parole d'Emmanuel Macron dans l'enceinte de Notre-Dame de Paris. C'est réellement n'importe quoi. C'est contraire à tous les principes de la laïcité. Alors le prétexte, c'est qu'il pleuvait. Bon, il pouvait Mais il va en parfaitement. sucre. Mais de toute façon, ça a été fait exprès. Il voulait le faire. Je suis intimement convaincu qu'il voulait ça. Et donc le prétexte de la pluie est nul, non avenu. On pouvait parfaitement installer des dispositifs sur le parvis. Ça s'est déjà fait. Que Clémenceau avait interdit de faire cela, alors que c'était à la sortie de la Première Guerre mondiale. Soit on respecte la laïcité, soit on ne la respecte pas. C'était pas le lieu pour faire ce genre de discours. Mais bon, voilà, c'est Emmanuel Macron, Jupiter Ier, a eu son moment de gloire sur le travail des autres. C'est ce qu'il fait souvent, mais c'est pas grave. Encore une fois, je pense qu'on est tous très contents de retrouver Notre-Dame de Paris, et je serai ravi de pouvoir y aller dès qu'il y aura un petit peu moins de monde. Oui, puisque je crois qu'il faut réserver à l'heure actuelle pour pouvoir assister à une messe, etc. C'est c'est pas si simple que ça.